Et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est la dernière de la semaine. On est donc le mercredi 6 novembre 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Alors hier, je fais un petit rappel d'hier. Hier, vous avez vu avec Myriam Moussaïd dans ma famille, ma vie, toujours avec ses invités, les clés du bonheur. Alors pour certains, les clés du bonheur, c'est peut-être une après-midi cocooning à la maison, peut-être du shopping ou alors des voyages ou tout simplement une balade en forêt. Pour d'autres, c'est la nourriture, c'est un bon petit plat ou une tablette de chocolat. Et justement aujourd'hui, on en parle. Nous parlons du lien entre nos émotions et la nourriture. Alors vous vous êtes peut-être déjà surpris à finir un paquet de biscuits ou une tablette de chocolat. Moi, c'est ce qui me parle le plus, la tablette de chocolat, alors que vous n'aviez pas vraiment faim. Ou à contrario, vous vous êtes déjà retrouvé avec l'appétit littéralement coupé. Alors en quoi nos émotions influencent-elles notre rapport à la nourriture? On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir professeur Ilham Sari. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Alors avec vous, nous allons voir le côté psychologique, psychiatrique. Vous êtes professeur, psychiatre au niveau de l'EHS Cheraga. Oui. Avec nous aussi, Dr Fatima Zohara Meslouh, vous êtes médecin nutritionniste. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, ravie d'être avec vous. Et bien sûr, en deuxième partie d'émission, nous allons retrouver les rubriques. Alors, Soumia Zerouali, dans WeShare, elle nous parlera toujours de nutrition, d'alimentation. Elle nous parlera des aliments du bonheur. Alors pour moi, l'aliment du bonheur, j'ai déjà dit en première partie, c'est le chocolat. Pour d'autres, c'est peut-être le fromage, je ne sais pas. Qui sait? Elle nous parlera de ces aliments du bonheur qui nous font vraiment sourire. Voilà, je dirais ça, qui nous font vraiment sourire, qui nous font du bien. Et elle nous dira, avec son invité, Dr Oumnia, pourquoi ces aliments du bonheur nous font tellement de bien. Avec nous aussi, dans deuxième partie, dans la rubrique La vie d'expert, Ouida Dagabi, et avec elle, on va parler du foie gras. Non pas le foie gras qu'on mange, mais le foie gras qu'on a, la stéatose hépatique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et comment réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Ce sera avec elle aussi en deuxième partie et les rubriques. Et le thème du jour est le suivant, et place au thème du jour. Derrière l'assiette, décrypter tous les troubles alimentaires. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, si vous avez un aliment que vous préférez, si vous avez des fringales pendant la nuit et vous n'expliquez pas pourquoi, ben c'est simple, appelez-nous au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et mesdames, je commence déjà avec cette première question. On dit souvent qu'on mange nos émotions. Alors pourquoi mange-t-on nos émotions? Qu'est-ce qui nous pousse à utiliser la nourriture comme doudou, comme réconfort? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent quand on est stressé ou on a un stress aigu, bien sûr on a vraiment une cascade du stress qui va entraîner une sécrétion de certaines hormones et qui va couper l'appétit. Mais par contre, quand on a des stress chroniques, des problèmes au travail, des problèmes familiaux, maladies chroniques et tout, on va avoir tendance à stresser pendant de longues durées. Et si pour s'apaiser, on a commencé à s'alimenter en prenant des aliments particuliers, on va s'habituer à consommer de plus en plus de nourriture. D'accord. Et ça commence dès l'enfance déjà? Oui, le premier plaisir qu'on a quand on est tout petit, c'est l'alimentation qui va apaiser le bébé. Toutes les mamans, quand le bébé pleure, elles vont répondre par donner de la nourriture en général. Et puis aussi, souvent, les enfants, on parle de maman nourricière, de maman qui donne à manger. Et donc, souvent, l'enfant, quand il réclame à manger, on lui donne. Oui. Et donc, même s'il a des tensions qui sont situées ailleurs, par exemple, même les écoliers, lors des examens, maman, j'ai faim, maman, pour éviter de travailler et tout. Et puis il y a ce rituel, un petit bout de sucre avant les examens pour se raviver un peu, ou un petit bonbon et ce genre de choses aussi. Dans les traditions, oui, tiens, on va te donner un petit remontant, que le bonbon ou le sucre va être quelque chose qui va t'aider. Et donc, psychologiquement, on va enregistrer que le sucre est un aliment qui va favoriser le bien-être, la détente. Et donc, et la nourriture, qui soigne en fait les bobos de l'âme. Exactement. Voilà. Et c'est le premier plaisir qui est facile à assouvir. Accessible. Voilà, accessible, exactement. Très accessible. Alors, est-ce que notre lien aux émotions se construit dans notre enfance et dans la façon dont on a été nourri, justement? Oui, parce que si quand on est petit et lorsqu'on a des moments de tension, comme j'ai dit, les examens, et au lieu d'aller travailler, l'enfant il va plutôt dire maman j'ai faim, je veux manger, au lieu d'aller travailler et tout.
Donc on va répondre à ces émotions de stress, d'angoisse. Aussi on a quand il y a des échecs, quand il pleure, allez on va manger une glace, Oui. allez on va manger un petit bout de chocolat. Et donc on va répondre. Des moments de joie aussi. Aussi la fête. La Voilà, fête. Mais exactement. ça c'est le premier lien, c'est que on a dans notre histoire que déjà quand j'ai dit bébé, mais aussi par la suite les anniversaires, tous les moments de fête sont culturellement et un peu universellement. On va manger pour fêter. Exactement. Donc, culturellement parlant, un moment de joie, c'est synonyme d'une table bien garnie Oui, ou de plats précis, bien préparés et tout. Après, faut juste que l'enfant ou l'adolescent ou l'être humain de façon générale sache que ça, c'est pas le seul réconfort qu'il y a, qu'il s'habitue aussi à faire juste la part des choses. La part des choses, exactement. Et comment faire justement le tri entre la faim émotionnelle et la faim physique, la faim qu'on connaît tous, surtout pendant Ramadan. On la reconnaît tout de suite parce que voilà, on est à jeun toute la journée, donc cette faim-là, on la reconnaît tout de suite, c'est le ventre qui est vide. Et la faim émotionnelle, c'est quoi du coup? Effectivement, il y a deux types de faim. Il y a la vraie et la fausse faim. La vraie faim, c'est la faim physique, c'est-à-dire lorsqu'on a un creux au niveau de l'estomac, ça gargouille, on a des maux de tête des fois, lorsqu'on néglige un peu cette sensation, on a des maux de tête, on est très fatigué. Et puis surtout, lorsqu'on mange, on n'est pas sur un aliment précis, c'est-à-dire qu'on a envie de manger pas mal de choses. On n'est pas porté sur un aliment précis. Et on culpabilise absolument pas après avoir mangé. On est au contraire satisfait. Par contre, une faim émotionnelle, c'est une faim qui déjà survient à n'importe quel moment de la journée, c'est-à-dire même s'il n'y a pas longtemps, je me suis attablée, j'ai mangé, mais quand même j'éprouve encore l'envie de manger. C'est une faim aussi qui est en général sélective, portée sur un aliment et pas sur un autre. Et puis c'est une faim qui est, une fois on a répondu à cette faim, on culpabilise un peu. On se dit oui, mais finalement j'avais pas trop faim, j'aurais pas dû, fallait pas abuser. Je trouve je suis un petit peu gavée. Oui, puis je suis dégoûtée un peu de moi-même. J'aurais pas dû. Finalement, je pourrais me contenter d'un petit bout, un petit carré. Pourquoi finir la tablette? Là, c'est une fausse faim. Voilà. D'accord. Mais aussi on l'appelle émotionnel parce qu'il y a toujours, en général, des émotions négatives derrière. Des émotions négatives dont on ne prend pas tout à fait conscience et donc qui vont nous pousser à aller vers des aliments particuliers, essentiellement riches en gras et en sucre. D'accord. Voilà. Donc on est plus porté par le sucré que le salé quand on a... Ou ça dépend? Après, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Mais en général, la majorité des gens, c'est plus les aliments sucrés. Oui, mais comme a dit le professeur, il y a aussi le cadre, c'est-à-dire ça ne survient pas quand je vais bien. C'est soit parce que je m'ennuie déjà, ou alors je déprime, ou alors je suis très stressée. C'est là où ça survient. Ça ne survient pas quand je vais bien. D'accord. Et quand c'est occasionnel, il n'y a pas de souci? Quand c'est occasionnel, après, le problème, c'est que si c'est épisodique, c'est une fois, c'est arrivé une fois ou deux fois dans votre vie ou quelques fois dans l'année. Le problème, c'est que ça va avoir tendance à se répéter. Se ritualiser. Se répéter et après se ritualiser et devenir une habitude. Parce qu'on va compenser une émotion négative, de la peur, de la colère, de la tristesse, et quand j'ai dit sur des périodes assez longues, et donc on va avoir un comportement qui va se répéter de plus en plus et qui va avoir des conséquences. Très bien. Alors, on parle aujourd'hui de la faim émotionnelle ou de l'alimentation émotionnelle. Si ça vous arrive de vous réveiller la nuit à 1h du matin et puis vous diriger directement vers le réfrigérateur pour une petite crème dessert, une petite glace, bon l'été c'est les glaces, ou une petite glace ou une petite friandise, vous n'arrivez pas à résister à ça, appelez-nous, dites-nous comment ça a commencé, si c'est habituel, si ça s'est ritualisé ou pas, si votre enfant le vit aussi. Donc appelez-nous, posez-nous vos questions, témoignez au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Je voulais justement on parlait des enfants, mais je voulais aussi poser la question par rapport à l'adolescence. On sait très bien que cette période, c'est une période assez trouble pour l'adolescent qui est en quête de soi, qui essaye de se retrouver, qui est un petit peu perdu. Et puis les parents aussi sont inquiets parce qu'ils ne reconnaissent plus leur enfant, qui n'est plus un enfant, mais qui se croit toujours un enfant. C'est une période assez compliquée. Voilà. Donc, il peut se réfugier aussi vers l'alimentation. C'est souvent le cas.
mais bien sûr, c'est une période très stressante parce qu'il y a l'adolescence, c'est une période, on va dire, de perturbation hormonale, le corps qui va se transformer. Chez la fille, il va y avoir les signes secondaires, le développement des seins et tout. Et le garçon, il va essayer de muscler son corps, de paraître plus viril et tout. En fait, ils sont encore jeunes, mais ils se croient adultes. Et donc, souvent, il y a des tensions dans la famille autour des tensions, on ne va pas dire des conflits, d'incompréhension parfois et tout. Et effectivement, aussi, c'est la période où l'enfant peut compter, l'adolescent va compter sur lui, va commencer à s'alimenter tout seul, à prendre son envol autour de l'alimentation, sa liberté. Il ne va pas manger ce que lui donne sa maman. Et là, il peut un peu glisser vers une suralimentation, une hyperphagie ou un petit hamburger avec les amis, voilà, une petite sortie, un panini, ce genre de choses. Oui, aussi. Mais aussi déjà avec les amis, mais aussi c'est une période de stress pour l'adolescent qui est en métamorphose. Et donc souvent les stress aussi on remarque aussi qu'il y a beaucoup de perturbations autour de l'alimentation. Plus fréquemment, c'est l'anorexie chez la fille, parce qu'on va être dans le modèle mince, féminin et tout, et donc on va surveiller avec des crises de boulimie, d'hyperphagie. Donc on a des perturbations autour de l'alimentation. Justement, ça dépend aussi de la société. Oui. Tout à fait. Au fait, l'adolescent, c'était un enfant avant. Oui. Donc ça dépend de ce que vous avez fait avec votre enfant avant. On n'attendait pas l'adolescence pour agir. Maintenant, c'est-à-dire si l'enfant a grandi dans un foyer où on essaye de parler de l'alimentation, de dire ça serait bien, on ne dit pas fait. On dit finis ton assiette. Voilà, non. Ça serait bien que tu puisses faire ça, ça serait bien que tu exerces l'activité physique. Essaye de goûter pour découvrir. Et puis donner l'exemple à ces enfants. Il ne faut pas aussi être des parents qui se négligent. Parce qu'ils sont dans les limitations aussi, les enfants. En fait, nos enfants nous observent. Voilà. Ils nous observent sans le dire et ils essayent de nous imiter dans tout ce qu'on fait, soit dans notre façon de parler, dans notre façon de se comporter, dans notre façon de manger et dans la façon dont on vit. Les enfants absorbent tout ce qu'on fait. Et du coup, si l'enfant grandit dans un foyer où il voit déjà que son papa fait attention à son poids, que sa maman fait attention à l'assiette qu'elle lui dépose, ben, il va se dire, ben oui, c'est important. Mais si on lui donne de l'argent de poche, on lui dit, tiens, achète-toi en route ce qui te fait plaisir tous les jours, il va comprendre qu'il a le droit de se faire plaisir tous les jours et ça ne procure même pas un plaisir par la suite parce qu'on s'est habitué. Exactement. Il faut travailler, je crois, beaucoup plus sur l'après-adolescence que l'adolescence où il y a le non automatique avant de dire quoi que ce soit. Oui, exactement. Et puis, peut-être pour ajouter un tout petit truc, c'est l'hygiène de vie. C'est que si dans la famille, on a un souci sur l'hygiène de vie, comment on cuisine, comment on mange, comment on dépense, est-ce qu'on fait du sport, comment on voit la nourriture comme un élément où on mange quand on a faim et pas pour se faire plaisir ou pour compenser des choses. Oui, fais-moi plaisir, finis ton assiette. Alors, fais-moi plaisir, finis ton assiette. Si c'est une assiette équilibrée, oui et non. Parce que, voilà, on peut faire plaisir à maman en finissant l'assiette, mais par rapport à un enfant bien élevé, juste comme ça. Et il peut, voilà, je vais manger, et puis c'est une assiette équilibrée, et puis qu'est-ce qu'on apprend de tout ce qui est dit dans la famille. Et comme les enfants apprennent par mimétisme, comme on le dit, si déjà les parents ont déjà un problème avec l'alimentation, est-ce que ça va se transmettre aussi à l'enfant? Il va mimer justement ses parents et il peut avoir le même trouble, on peut dire? Oui, oui, très fréquent que quand c'est par imitation, comme elle l'a dit tout à l'heure, on va apprendre que si il apprend à s'apaiser en allant manger, parce qu'il a vu sa mère manger quand elle est stressée ou quand elle va au frigo prendre quelque chose, une crème dessert comme vous avez dit, ou le soir on s'assoit avec une tablette de chocolat devant la télé, ou voilà, quand on est stressé on va manger mais on va regarder un peu la télé, on ne va pas regarder ce qu'on est en train de manger, on n'a pas conscience, on n'a pas conscience, donc on va se remplir et pas manger, pas avec le plaisir de manger, et donc ça peut induire des comportements aussi pareils. Quelles sont les émotions juste qui nous font vraiment manger compulsivement? Est-ce que, bon, la joie, on l'a dit, c'est partager un moment de joie et donc ça va. Est-ce que c'est la tristesse, le stress, l'anxiété, peut-être la fatigue, une journée harassante? La fatigue, pas tant la fatigue, parce que la fatigue, c'est un état d'être physiquement. Voilà, physiquement. Mais je veux dire, les émotions négatives, hein, on a la colère,
quand on est en colère dans son travail et qu'on n'est pas satisfait, l'insatisfaction, la tristesse, le stress, quand on est en pression tout le temps, on va essayer de se calmer. Voilà, les émotions négatives en général. En fait, le stress... La peur aussi. Le stress dans la faim, pourquoi? Parce que normalement, la ghrelin, qui est l'hormone de faim, l'hormone de la faim, est une hormone qui est sécrétée essentiellement par les cellules de l'estomac. Quand l'estomac est vide, les cellules de l'estomac libèrent de la ghrelin qui circule dans le sang, qui va au cerveau, qui lui dit « donne-moi à manger, j'ai faim ». Il faut se remplir. Oui. Voilà, exactement, parce qu'on est vidé, on en a besoin. Par contre, il arrive que lorsqu'on est stressé et on a une élévation du taux du cortisol, que tout le monde connaît, l'hormone de stress, eh ben, la ghrelin est non seulement libérée par l'estomac, mais aussi par la petite glande qu'on a au niveau du cerveau, l'hypothalamus. Et quand donc on a une libération de ghrelin en dehors des moments de faim. Et là, on sent cette faim, alors que réellement, notre corps n'est pas en manque d'énergie. Et puis aussi, on a les publicités, les réseaux sociaux, les influenceurs et influenceuses, aussi pour dire, voilà, ils peuvent aussi, faites-vous plaisir, ou voilà, faites un petit carré de chocolat, ou la talacha, le chocolat du moment, c'était à une certaine période. Ça l'est encore en ce moment, le chocolat avec beaucoup de sucre et des pistaches, pour ne pas donner de marque, je pense que tout le monde l'a reconnu. Donc on envoyait des influenceurs croquer dans la tablette carrément, parce que c'était l'aliment du moment, il fallait se l'acheter à des prix exorbitants et il fallait finir cette tablette parce que c'était cher déjà et il fallait quand même sacrifier pour l'acheter, et puis parce que tout le monde a dit que c'était bon, donc il y a aussi une influence des réseaux sociaux, de la publicité, quand on voit une publicité qui nous vante les miracles de telle ou telle chose. Donc oui. Le phénomène publicitaire, on vous vend le bien-être. Voilà. On vous vend le bien-être à travers les réseaux sociaux et on vous dit que le bien-être, il va venir en vous nourrissant, en mangeant le hamburger dans tel resto ou la tablette de chocolat de tel chocolatier. Ou, voilà. Et donc, si on est un peu... Voilà, quand on parle d'émotions négatives, c'est-à-dire qu'on est dans une période de fragilité et donc on est assez vulnérable dans certains moments et on va plus avoir tendance, on va dire, allez, je vais me faire plaisir. On y croit. On y croit. Bon, après, quand on est un peu raisonnable, on se dit, allez, une fois, c'est bon. Mais le problème, c'est que quand on est vraiment fragilisé tout par les événements, ben, on va y aller, on va encore réessayer. Et puis, mais même que... la nourriture apporte un certain plaisir au départ, parce qu'il y a les circuits de plaisir. Le premier aliment qu'on mange, c'est le lait maternel, qui est très très sucré. Et donc on a notre cerveau qui a déjà une dépendance au sucre, et le cerveau, il ne mange que du glucose. Et donc forcément, il y a le circuit de plaisir au niveau du cerveau qui est stimulé par la nourriture. Oui, mais au bout d'un moment, ça devient négatif. Justement, parce que ça ne procure plus de plaisir. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, en essayant de manger ces aliments, on ne va pas résoudre le stress est toujours là. Si c'est un problème au travail ou alors si c'est une tristesse pour telle ou telle chose, le problème est toujours là aussi. Et puis on culpabilise après. Oui. Et ça devient pathologique, mais on va y revenir justement à quel moment ça devient pathologique et quelles sont les pathologies. Mais tout d'abord, je vous propose un reportage de notre journaliste Hamid Elbouar qui nous parle justement de ces pathologies de l'alimentation. L'alimentation est souvent considérée comme un facteur de style de vie. Elle contribue aussi au développement de nombreuses maladies chroniques, dues aussi aux événements de la vie, notamment le facteur de stress physique, la maltraitance ou la perte d'un être cher. La mise en place d'un régime alimentaire restrictif ou la survenue de vomissements au cours d'une maladie peuvent déclencher un trouble du comportement alimentaire et influencer sur sa chronicité. Le trouble alimentaire se définit par une perturbation des attitudes d'une personne face à son corps, son poids et ce qu'elle mange. Ces troubles ont un impact sur la santé physique et psychologique des personnes qui en souffrent. Ils peuvent représenter un danger pour la vie. Ces troubles sont fréquents, surtout chez les adolescents. Il existe 4 types de troubles alimentaires médicalement définis. L'anorexie, c'est un trouble des conduites alimentaires. La personne va avoir un poids qui va être significativement plus bas que ce qu'on s'attendait. La personne aura l'impression qu'elle est plus volumineuse que ce qu'elle est réellement. La boulimie,
C'est un trouble qui commence avec des compulsions alimentaires récurrentes. On va manger plus que ce qu'on avait planifié dans un temps défini, avec un sentiment de perte du contrôle. L'estime de la personne va être représentative de son poids. Si elle perd du poids, son estime augmente, et si elle prend du poids, son estime baisse. L'hyperphagie appelée aussi frénésie alimentaire. C'est un trouble des conduites alimentaires. La personne va avoir des compulsions alimentaires avec un sentiment de perte de contrôle des grandes quantités de nourriture. Puis, il va y avoir un sentiment de honte ou de culpabilité. La personne va chercher à manger d'une manière isolée. Les troubles alimentaires non spécifiés. C'est associer plusieurs troubles alimentaires où il est impossible de dire spécifiquement de quel trouble il s'agit. Les symptômes des troubles alimentaires sont la dépression, l'anxiété, l'humeur instable, faible estime de soi, impression de perdre le contrôle de sa vie et d'être incapable de maîtriser ses comportements alimentaires. Le traitement de ces troubles implique à la fois médecin, psychologue et diététicien. On en parle aujourd'hui. Si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et justement, quel est le lien ou comment est-ce qu'on peut déjà, est-ce qu'une alimentation émotionnelle peut conduire à un trouble alimentaire, comme on l'a vu dans le reportage? Oui, est-ce que c'est la porte qui va nous conduire à ça? Bien. On va dire que oui, c'est une des... Oui et non, parce que le trouble alimentaire, il est là. Mais effectivement, ça peut être à la suite d'un facteur, il avait bien dit tout à l'heure dans le reportage, un deuil, une perte, ça peut. Donc c'est un facteur de stress et qui peut faire décompenser une maladie. C'est-à-dire la maladie peut survenir, boulimie, donc il va ingurgiter des quantités importantes d'aliments avec des comportements compensatoires, soit des vomissements, soit du sport intense, ou de prendre des laxatifs. Ça c'est pour le trouble boulimique et parfois il est couplé à l'anorexie. Et chez l'anorexie, c'est-à-dire suite à un stress majeur, on va changer de comportement, on va avoir des restrictions plus importantes, mais dans l'anorexie, c'est plutôt l'image du corps qui est altérée. C'est qu'elle est maigre, c'est en général les filles, très maigre, très très maigre, en dessous de l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire en dessous de 17 kg par mètre carré, et qui va dire non, je suis encore grosse, non, j'ai encore un peu de gras, je devrais perdre encore plus de gras, et qui font beaucoup de sport et tout. Mais aussi, comme vous avez dit, ça peut commencer, je l'avais dit tout à l'heure, par on va compenser à un moment donné une émotion chronique comme ça, et puis on va augmenter, c'est-à-dire si je vais manger une fois par semaine, je vais avoir ingurgité une grande quantité, ça va m'apaiser un peu, je vais le faire 2 fois par semaine, puis 3 fois, et puis voilà, c'est tous les jours, et on en vient à une pathologie. Exactement. En fait, il y avait un mot qu'il avait dit qui est très très important, c'est la perte de contrôle. Oui. C'est-à-dire que je ne me rends plus compte, je me retrouve à le faire, et c'est une addiction. J'allais vous poser la question justement. En fait, c'est comme quelqu'un qui n'arrive plus à arrêter de fumer alors qu'il sait que c'est mauvais pour sa santé, ou la cigarette altère son état de santé, mais il n'arrive pas à arrêter. C'est pareil, il sait qu'il se fait du mal, il sait que c'est pas bien ce qu'il fait, mais c'est un peu... D'où la culpabilité par la suite, se faire du mal en sachant que ça fait du mal, mais on n'arrive pas à ne pas le faire. Et d'où l'intérêt de consulter. Dès que je sens que je perds le contrôle, j'y vais, je consulte. Je ne tarde pas et je ne laisse pas parce que ça va, aggraver les complications et la prise en charge sera beaucoup plus longue. Et est-ce que les personnes qui sont susceptibles d'être dépendantes, on sait qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles d'être dépendantes que d'autres personnes. Est-ce que ces personnes-là qui sont peut-être déjà dépendantes à la cigarette ou autre chose peuvent justement tomber dans les troubles alimentaires plus facilement que d'autres? Oui, parce que voilà. Alors, on ne va pas dire les addicts globalement, parce que bon, quand ceux qui fument, oui. Mais après, les addicts, quand on voit les addicts aux drogues dures, en général, leur intérêt, il est centré sur la drogue elle-même, donc pas sur l'alimentation. Là, on a rarement une comorbidité à ce niveau-là, mais plutôt une restriction alimentaire, mais ils ne se prennent même pas conscience de ça. Ils mangent quand ils ont faim et pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une perte de contrôle, et parce qu'il y a altération des circuits de plaisir. Et c'est une maladie déjà. Après, dans la difficulté, c'est prendre conscience qu'on a la perte de contrôle. C'est un trouble, c'est une maladie.
Si on n'arrive pas à prendre conscience, comment reconnaître une personne qui est justement, qui en souffre justement, et comment l'aider? Voilà, c'est que des fois c'est la culpabilité, des fois c'est le poids. On a envie de maigrir et donc on va consulter un nutritionniste et ça, à la faveur d'entretien et tout, qu'on va dépister qu'il y a un trouble de la conduite alimentaire. Vous savez, des fois, même en consultant, pardon, je suis désolée, je vous ai coupé la parole, c'est-à-dire même lors de la consultation, je reçois des patientes qui vous disent, je sens que j'ai un problème. Je veux maigrir et j'essaie, je sais ce qu'il faut faire. C'est des gens qui ont un certain niveau intellectuel et qui vous disent, oui, je sais qu'il ne faut pas faire ça et ça et ça, mais je me retrouve à le faire. Donc il admet déjà qu'il a un problème. Et ça, je trouve que c'est bien, c'est-à-dire le fait déjà de pouvoir admettre quand on a un problème. D'autres qui trouvent que non, c'est juste une question de temps, c'est une phase et ça va passer. Et après, ça dure dans le temps. Oui, ça dure plus longtemps. À ce moment-là, vous les orientez forcément. La prise en charge est multidisciplinaire. Mais c'est très important. En général, on vient voir un nutritionniste, diététicien, on se dit, bon, j'ai envie de perdre quelques kilos, 5 kilos. Il y a une fête qui arrive, il y a ceci, où je ne me sens pas bien dans le corps que j'ai aujourd'hui. Donc on se dirige directement vers un nutritionniste pour essayer de rééquilibrer tout ça, parce qu'on ne prend pas forcément conscience qu'on mange vraiment. On se dit, bon, je ne mange rien, non, ça va. Et après, à ce moment-là, quand vous découvrez, vous les orientez vers un spécialiste, justement. Oui, on commence le travail avec une psychologue. D'accord. Et par la suite, si on trouve que la psychologie seule ne suffit pas, avec un rééquilibrage alimentaire, non pas un régime. Au contraire, les régimes restrictifs sont très souvent à l'origine des troubles de comportement alimentaire, essentiellement l'anorexie et la boulimie. Parce qu'on s'est trop privé. Oui, mais en même temps, c'est voilà, on va se priver et on va encore plus culpabiliser. Et après, quand on va avoir une envie et qu'on va compenser, c'est-à-dire on va manger, on va se déprimer. Et c'est souvent des pathologies. Ce qu'il faut faire aussi, c'est dépister les comorbidités psychiatriques. Il a dit tout à l'heure, il y a souvent des troubles anxieux associés, des troubles dépressifs derrière, des troubles de deuil non résolus. Et donc, quand il y a des comorbidités, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un régime et de s'y tenir. C'est vraiment de traiter à ce niveau-là les troubles mentaux associés, plutôt que le trouble des conduites alimentaires. Parce que des fois, on rééquilibre, on va traiter le stress, on va traiter le trouble, par exemple, phobique ou l'agoraphobie ou des choses comme ça, et puis on améliore quand même le sujet sur la conduite alimentaire. Personnellement, moi, je m'inquiète quand j'entends le mot « je me déteste ». Je n'aime pas mon corps. Le fait de me dire j'aime pas mon corps. C'est aussi la pression de la société. Oui, certes. Je pense que les filles sont beaucoup plus touchées que les garçons en général. De nos jours, même les adolescents à l'école, on est la risée tout le monde. C'est-à-dire qu'on est des fois harcelé par rapport à ça. Il y en a ceux qui ont la force de caractère de dire oui, je suis gros et alors. Mais on a ceux qui le prennent très mal et ça crée des troubles. Et justement, nous avons un premier appel. Nous avons Sally de Marseille qui nous appelle. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Alhamdoulilah. Alors, vous avez une question, un témoignage? Moi, j'ai plutôt une question et un témoignage en même temps. D'abord, bonjour à tous et bonjour à vos invités. J'ai écouté parler avec attention, c'est très très bien ce qu'ils disent, tout est vrai. Moi, j'ai vécu un peu l'anorexique. Voilà, j'étais beaucoup anorexique. À l'âge de 43 ans, je faisais 29 kilos, 30 kilos. Même j'ai perdu tous mes dents. J'étais opérée pendant 4 heures au bloc. Même on m'a mis un appareil parce que j'ai plus de racines pour me placer des dents. Je porte un appareil depuis 2011. J'ai 61 ans aujourd'hui. Je pèse 48 kilos. Et à 43, 48 ans, je faisais 29 à 30 kilos. Et moi, quand je suis stressée, j'ai perdu mon père, mon frère, mes 2 sœurs et tout. Moi, je ne mange pas par contre. Je ne mange rien, je peux rester 1 an, juste une goutte de café. Sur un gâteau, je mets 1 semaine. Pourtant, je suis une grande sportive depuis 40 ans. Je travaille beaucoup, j'ai une asso, je m'occupe des gens qui meurent en mer, j'ai fait plein de projets. Mais la nourriture, pour moi, c'est une corvée. Voilà. Moi, quand je suis stressée, pas bien, je ne mange pas du tout, contrairement à d'autres gens qui mangent. Par contre, quand j'étais ménopausée, j'ai pris un peu de poids.
Je suis arrivée à 60 kilos après j'ai reperdu, à 70 après j'ai reperdu. Je suis à 48 kilos aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec la boulimique aussi. Il y a des gens qui mangent quand ils sont stressés, quand ils sont mal, quand ils perdent un travail, quand ils ont un décès, quand ils ont des conflits dans la maison. Il y a beaucoup de gens qui mangent, se jettent sur la nourriture. Il y a d'autres qui ne mangent pas, qui se jettent, qui deviennent anorexiques ou qui sont en dépression. Je visite la psychiatrie depuis 25 ans. Je consulte des gens, je vois des gens qui sont en dépression en permanence par rapport à des conflits familiaux, un divorce, un bilan d'une société ou quelque chose. Comme elle disait la dame, la docteure en psychiatre en Chiraca, je connais beaucoup, j'ai été voir des amis là-bas. Elle avait raison sur beaucoup de gens quand ils ne sont pas bien, qui se jettent vraiment sur la nourriture, surtout les filles qui veulent être mannequins, être minces, être ceci. Moi, c'est pas mannequin, hein, parce que je présente des mannequins. Moi, jusqu'à présent, j'ai un problème avec la nourriture, quoi. C'est toujours pas réglé. Vous mangez ou vous mangez pas pendant... Comment se passe une journée type pour vous? Combien de repas? Comment que ça se passe? Alors moi, je me lève à 5 heures, je vais à la salle de sport. Je fais ma prière, je vais à la salle de sport. Ensuite, je mange une salade à midi. D'accord. Et ensuite? Une salade à midi, le café le matin à 6 heures, bien sûr, café au lait jus d'orange. Je prends à midi et demi ou 1 heure, je mange une salade. Ensuite, à 4 heures, je grignote pas non plus. Le soir, je prends une tisane et des fruits. Voilà. C'est tout. Et vous n'avez pas de problème d'anémie ou de carence? Est-ce que oui, je suis anémie, oui, je fais de l'anémie. Oui. Et comment vous vous sentez? Vous arrivez à faire votre sport malgré la restriction alimentaire? Oui. Oui. Pour moi, quand je mange, je suis fatiguée quand je mange. Voilà. D'accord. Oui. Moi, quand je mange, je me sens fatiguée. D'accord. On va laisser le professeur vous répondre. Oui. Ce qu'elle décrit très bien. Je vous remercie pour votre témoignage parce qu'elle décrit très bien le trouble, hein, la maladie, c'est ne pas avoir faim du tout. Hein. Bon, ça a commencé avec des facteurs de stress, les pertes qu'elle a eues, les deuils. Et donc, oui, quand on stresse beaucoup, quand on a un stress aigu, on a la sécrétion de la leptine, qui est un coupe-faim. Et donc, on n'a pas faim. Mais après, on va peut-être prendre sa force et développer un trouble. Et là, elle décrit, parce qu'elle ne prend pas conscience que quand elle fait beaucoup de sport, elle dépense beaucoup. Oui, justement. Et donc, elle perd. Et donc, déjà, elle ne mange pas. Elle a eu beaucoup de retentissement. Elle a dit qu'elle avait été opérée, qu'elle avait perdu ses dents et tout, qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et qu'elle perd beaucoup de poids. Et donc, il y a aussi, donc, elle n'a pas parlé de son corps, comment elle le vit, mais elle dit l'influence des réseaux sociaux, de la mode, sur les jeunes filles et tout. Elle dit que c'était une pathologie qui a commencé chez elle, adulte jeune. Hein, donc l'image du corps, elle est très importante. Restriction alimentaire. Non seulement les rations qu'elle prend sont très faibles, mais elle associe ça à beaucoup de sport. Et comme on avait dit tout à l'heure, il y a comme une addiction, et c'est-à-dire dans l'addiction, il y a le circuit du plaisir qui est perturbé, et dans le cerveau, il y a de la dopamine qui est sécrétée. C'est-à-dire que quand elle ne mange pas, elle est contente. Oui, elle est contente. Hein? Et la dopamine nous permet de lutter contre les situations de stress. Aussi. C'est une hormone aussi qui est libérée au moment du stress pour lutter contre le stress. Donc, effectivement, ce qu'a dit la dame récapitule exactement c'est quoi l'anorexie mentale. Il y a le comportement compensatoire, c'est-à-dire elle essaye de faire de l'activité physique. Dans un sens, c'est pour ne pas reprendre aussi. Après, et elle mange inférieur à son besoin, c'est-à-dire à son métabolisme de base. On doit manger différemment parce que chacun est différent de l'autre. On n'est pas tous pareils. Il y en a ceux qui font de l'activité, il y en a ceux qui travaillent beaucoup, il y en a ceux qui sont sédentaires. Donc, manger en fonction des besoins de notre corps. Et elle, non seulement elle ne donne pas à son corps ses besoins, et elle dépense davantage en faisant de l'activité physique. Il y en a ceux qui se font vomir après un repas, par exemple. Ça aussi, c'est un comportement compensatoire. C'est-à-dire qu'on cherche à perdre juste pour essayer de ne pas reprendre du poids, essayer de garder ce poids. Exactement. Et est-ce qu'il y a des solutions justement, parce qu'on voit que ça fait des années quand même qu'elle traîne ça et qu'elle a repris du poids avec la ménopause, et en général on prend un peu de poids avec la ménopause, et maintenant elle a reperdu parce qu'elle pratiquement elle mange vraiment pas grand-chose. Mais est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on guérit? Psychiatrique, alors je dirais le pronostic il est en général pas très bon, mais on va dire que pour la dame, elle a dit qu'elle avait 60 ans, que ça va. Et ça va, hein, parce qu'elle est arrivée jusque-là, parce que souvent on a des décès à cause de l'anorexie mentale, hein, très souvent, parce qu'il y a des troubles
électrolytiques, c'est-à-dire les troubles du sodium, du potassium, qui donnent des troubles cardiaques. Oui. C'est-à-dire on a des morts par crise cardiaque. Et nous, d'abord, je disais tout à l'heure à madame, quand on nous envoie des anorexiques, ce qu'on fait, c'est bilan organique. Et la prise en charge, elle est psychiatrique. Hein. Et à un moment donné, même l'anorexie mentale a été associée à un trouble psychotique, c'est-à-dire presque comme du délire ou de la schizophrénie. Bon, maintenant, c'est un trouble à part entière. Ça a été décrit, mais ça reste quand même une pathologie avec un pronostic assez réservé. Et il faut une prise en charge psychiatrique. Hein. Elle a dit qu'elle a passé sa vie dans les hôpitaux psychiatriques. Mais je l'encourage quand même parce qu'elle a dit quand même que Bien ça sûr. fait 25 ans qu'elle va encore en psychiatrie. C'est ce que je dis. Elle, dans son cas, c'est un bon pronostic parce qu'elle arrive à 60 ans. Hein. Oui. Elle arrive à 60 ans. Et Donc, puis elle est consciente et elle sait moments, qu'il faut qu'elle fasse des efforts aussi. Exactement. Il y a une prise de conscience qu'elle a une restriction alimentaire, mais elle n'a peut-être pas la prise de conscience parce qu'elle est contente de dire « je fais beaucoup de sport ». Tout à fait. Donc elle ne prend pas conscience que le sport est un comportement compensatoire qui l'a fait maigrir aussi. Et donc il faut qu'elle diminue aussi l'activité physique. Oui, se lever à 5 h du matin pour faire une C'est activité. pas se lever, c'est l'activité physique pour se lever, intense, pour faire son activité physique. pour faire du sport. Elle est très active dans la journée. Oui, voilà. Et il faut se exactement, renseigner sur la qualité de l'activité physique qu'elle fait parce qu'on peut faire du sport pour prendre du poids. Il y a Prendre la juste musculation. se renseigner, tout à fait, se renseigner sur la qualité de l'activité qu'on doit faire. Il y a ce qu'on doit faire pour maigrir, il y a ce qu'on doit faire pour prendre. Après, c'est l'intensité aussi, Oui. de faire tous les jours à Faire jeun. tous les jours et voilà la restriction alimentaire. Oui. Donc si je fais beaucoup de sport et j'ai pas les apports nécessaires, je vais pas On va construire. pas- ouais, Oui. exactement. Je Parce vais que pas pour construire. nourrir le muscle, il faut quand même des protéines, il Là, faut Beaucoup de une protéines, alimentation. là, des calories aussi. Voilà. hein, Qu'elle a pour, décrit, c'est pour maigrir parce qu'elle le fait à jeun déjà. Donc, elle va puiser dans ses stocks, elle va pas puiser ce qu'elle a, elle va pas utiliser l'énergie de ce qu'elle vient de consommer. Et puis, elle le fait quotidiennement et on fait pas quotidiennement pour pouvoir Oui, prendre. tous les jours. Voilà. Un dernier conseil, mesdames, pour professeurs, docteurs, pour les téléspectateurs. Le temps file trop vite et le sujet est vaste et très intéressant. Il y a beaucoup à dire, mais on aimerait quand même rassurer Alors, peut-être les parents, oui. peut-être le Ce que conjoint. Ce que je Oui. pourrais dire, peut-être pour un peu résumer, c'est d'essayer, alors d'abord de prendre conscience de ses émotions, de faire un travail sur soi, d'une réflexion sur est-ce que j'ai vraiment faim pour aller manger ou pas, et prendre conscience de ses émotions. Est-ce que je suis en colère? Et d'abord, on va noter tout ce qu'on va manger. Au début de la prise en charge, on va dire notez tout ce que vous mangez. Et après, on va discuter autour de est-ce que c'était pour se faire plaisir? Est-ce que c'était pour diminuer un stress? Et tout, pour commencer déjà à reconnaître l'émotion et à trouver une autre alternative pour la faire baisser. Et pour ce qui est des comportements alimentaires, c'est vraiment de manger, maintenant c'est à la mode, en pleine conscience. Voilà. C'est-à-dire vraiment regarder son assiette, essayer de sentir Pas en les face de la odeurs, télé, pas en pas- face de la télé. Non, ça c'est très mauvais. Moi, je dis, il faut le moment du repas, autour de la table, en famille, avec une discussion conviviale, où on a vraiment un moment de détente et de plaisir. Et bon, donc regarder, sentir, écouter les aliments aussi. Ils ont un bruit quand ils sont sur la poêle ou dans la cocotte ou des choses comme ça. Et puis les odeurs, et puis déguster, goûter, déguster la consistance, la saveur des aliments pour pouvoir apprécier. Oui. Moi, je dirais qu'il ne faut jamais aller vers des régimes trop restrictifs. Éviter les régimes trop restrictifs parce que ça crée des frustrations et ça crée des troubles par la suite. Il est très très important aussi de pouvoir s'autoriser de temps en temps un petit moment de plaisir, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à soi-même. Il faut se faire plaisir de temps en temps et il faut essayer aussi de ne pas sauter les repas. Parce que si je saute, par exemple, je vais essayer de bien faire, je saute le dîner, vers 1 h du matin, je vais me réveiller affamée. Non. Donc il faut essayer d'avoir un repas équilibré, une assiette équilibrée, riche en fibres, riche en protéines qui sont des aliments rassasiants, d'accord? Tout ça va me permettre d'éviter les fausses faims et surtout faire de l'activité physique et prendre soin de sa santé. Très bien. Docteur Fatima Zahra Meslouh, vous êtes médecin nutritionniste. Merci pour votre participation. Merci à vous. Professeur Ilham Saïf, vous êtes psychiatre au niveau de l'EHS Cheraga. Merci aussi pour votre participation. Et tout de suite, on va passer à la deuxième partie de l'émission avec les rubriques juste après ceci.
sur le plateau de Ma famille, ma vie, et le plateau est plein de fleurs. Magnifiques fleurs, bonjour. Docteur Ouida Dagabi, bonjour. Bonjour Mounia. Marhaba. Allah يسلمك, merci. Soumia Zerwali, bonjour. Bonjour Mounia. Marhaba. Merci. Docteur Oumnia, bonjour. Bonjour. Et marhaba. Allah يسلمك, merci. Alors, avec toi aujourd'hui, nous allons parler des aliments du bonheur avec Docteur Oumnia C'est ça. pour ta rubrique We Share. Et Tout avec à toi, Ouida, nous allons parler de la stéatose hépatique. Oui, le foie gras. Le foie gras, qui est causé aussi par quelques aliments qui nous font du bien, qu'on peut appeler aliments du bonheur aussi. Tout à fait. Généralement, on dit que Haja Benena, ça fait pas beaucoup de bien. Oui, en général. Et... Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience et on va plutôt vers une alimentation plus équilibrée, et c'est tant mieux pour nous, Voilà, et pour c'est dans... notre santé. Exactement. Et on va en parler justement dans ta rubrique, les aliments du bonheur. Alors personnellement pour moi, les aliments du bonheur, l'aliment du bonheur, on en parle depuis tout à l'heure et j'arrête pas de le dire. Je pense que tout le monde a compris que c'était ça, c'est le chocolat. Le chocolat. Le chocolat, pour toi, c'est quoi? Pareil. Chocolat. Chocolat. Bah, chocolat. il n'y a Non. pas d'aliment de bonheur Non, pour mais moi, j'aime tous les l'aliment- aliments. Ah bah Ouais. c'est bien ça. Et docteur Oumnia? Ah, Du tout fan du chocolat. bah. D'ailleurs, ma mère, elle est tout le temps triste, elle me laisse les plus beaux chocolats. Elle me dit, c'est pas possible, tu n'aimes pas les bonnes choses. Je dis, mais bah, écoutez, il y a moi et mon fils, on n'est pas du tout chocolat. Porté Et sur le je chocolat. pense que Ça c'est dépend. tant mieux. Voilà. Et justement, on va en parler tout de suite dans We Share. Alors, We Share. alors, c'est tendance en ce moment, les aliments qui pourraient nous apporter du bonheur. La grande question, on va la poser à docteur Oumnia. Oumnia, c'est très joli. Ça veut dire donc souhait ou espoir. Et dans le souhait, il y a l'espoir. Exact. Et aujourd'hui, on voudrait que vous nous dévoiliez tous les secrets des aliments du bonheur parce que c'est justement c'est l'espoir. Oui, effectivement. Est-ce qu'on peut continuer à manger, c'est-à-dire est-ce qu'on peut manger des aliments qui nous font plaisir et à la fois qui peuvent booster un petit peu notre humeur de bon matin ou est-ce qu'il faut vraiment penser à rééquilibrer son alimentation et les aliments du bonheur ne sont pas vraiment ce qu'on croit? C'est la grande question. Voilà, non mais c'est très intéressant. Les aliments du bonheur, c'est tous les aliments qui nous aident à sécréter certains neurotransmetteurs. En fait, oui, le chocolat donne ce bien-être. Quand on a une alimentation émotionnelle, comme vous avez vu tout à l'heure, on prend quoi à 10 h du soir? C'est du chocolat. C'est pas parce que c'est vrai qu'il y a du magnésium et des acides aminés qui sécrètent certains neurotransmetteurs, mais il y a aussi la texture, le goût et ce bien-être en bouche qui va d'abord, avant d'arriver au magnésium, il faut que ce chocolat soit absorbé, etc., pour avoir tout ce qui est bien. magnésium. Voilà, exactement. Mais pour en arriver là, il faut que ça soit déjà dans l'estomac et que le magnésium soit absorbé, etc. Mais déjà, d'ores et déjà, cette texture agréable, c'est ça qui donne envie. Et puis le sucré, le fait qu'elle soit sucrée aussi. C'est ça. On a plus une addiction au sucre qu'au chocolat. Après, tous les aliments qu'on appelle les aliments du bonheur, en dehors du chocolat, c'est les aliments riches en acides aminés et en vitamine B. Pourquoi? Parce que ces acides aminés, les bons acides aminés, comme le tryptophane, etc., dans la banane, dans les choux, etc., vont nous aider à sécréter ce qu'on appelle les hormones du bonheur, les hormones du bien-être, la sérotonine en tête de liste, l'ocytocine, vraiment l'endorphine aussi, elle va en permettre de sécréter, mais il faut vraiment que ça soit des quantités pour en arriver à là. Il y aura une sécrétion de ces hormones-là, mais pas au point d'avoir un bien-être. Mais ça reste des très bons aliments. C'est quoi les aliments du bonheur? C'est que de bons aliments riches en vitamines. Tout ce qui est crucifère, tout ce qui est chou vert, tout ce qui est légumes verts, Fruits et légumes. les fruits et légumes, les fruits rouges qui sont très riches en vitamines et antioxydants, les oléagineux, les amandes, les noix, etc. Certains protéines riches en oméga 3, en l'occurrence tous les poissons et un peu les viandes blanches. On a aussi la spiruline qui est une algue très tendance maintenant, qui est une protéine
qui est vraiment qui sécrète. Celle-là, par contre, elle est très intéressante parce qu'elle est quand même concentrée. Elle permet aussi ce bien-être. Mais à long terme, encore une fois, il faut qu'on en prenne en complément alimentaire et un peu en C'est pas la pilule magique. C'est pas la pilule Parce que magique. c'est proposé en complément alimentaire. Ce n'est pas la pilule magique. C'est un acide aminé de bonne qualité. On a le thé aussi qui déstresse, qui donne un bien-être. Les gens qui prennent du café aussi. Mais c'est des petites quantités comme ça. Mais si on conclut dans tout ça, tous ces produits qui nous donnent une sécrétion de ces neurotransmetteurs du bonheur sont les bons produits. On ne va pas trouver... c'est pas le sucre blanc qui va nous donner cette sécrétion de sérotonine. Hein. En fait, si on adopte une alimentation saine et équilibrée, ben on a tout gagné dans ce bien-être essentiel parce que au fur et à mesure qu'on en prend et au fur et à mesure, on a vraiment, même si on a une petite sécrétion de ce neurotransmetteur, on a tout gagné. Donc, rééquilibrer votre alimentation et vraiment une alimentation saine, c'est ça le bonheur. Et je vais vous dire encore une fois, ce qui fait vraiment une bonne sécrétion d'endorphine et qui est magique et qui coûte pas cher et qui est gratuit, c'est l'activité physique. Oui. Eh ben voilà. Donc rééquilibrer son alimentation, pratiquer une activité physique, c'est être en bonne santé, santé aussi. Tous les sportifs vous disent j'ai fait mon footing, qu'est-ce que je me sens bien. Ça, c'est la véritable sécrétion de neurotransmetteurs du bonheur. C'est vrai. Quand on fait sa séance de sport, c'est ça. En petite parenthèse, je raconte ma vie, j'ai commencé à faire du sport. Voilà, c'est tout nouveau. Voilà, donc petite bonne résolution pour ce début d'année. Oui. Et réellement, j'entendais parler de ça. On en a parlé sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie plusieurs fois où, oui, faire du sport, ça fait du bien, on se sent comme sur un nuage. Et bien, c'est la vérité. Je l'ai constaté après 1 heure ou 2 heures de sport, progressivement. Et bien après, on est sur un nuage et puis on est léger et puis détendu et tout est beau, tout est magnifique autour de nous. Rééquilibrer son alimentation aussi fait cet effet-là. Absolument. Donc il faut associer les deux. Oui, il faut associer les deux. Pour se sentir mieux, pour se sentir bien. Ce n'est pas en mangeant une tablette de chocolat ou aller à la pâtisserie du coin prendre un gâteau super gros gras et tout, mais qu'on va se sentir la combinaison des deux, le gras et le mauvais gras et le sucre, ça c'est explosif pour la mauvaise santé. Hein. Il n'y a pas pire, une gaufrette, un gâteau, machin. Il vaut mieux, si on doit choisir un gâteau dans une pâtisserie, choisissez au moins une tarte aux fruits, au moins il y a des fruits qui pourraient éventuellement compenser un peu. Exactement. Et avec à la maison, c'est mieux. C'est encore mieux. C'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Donc, pour se sentir bien, on va retenir qu'il faut rééquilibrer son alimentation et pratiquer une activité physique. Est-ce que les protéines du bonheur et les vitamines du bonheur existent vraiment? Ou c'est un concept? Franchement, oui. C'est-à-dire si on va dans la physiopathologie en profondeur de comment ces vitamines agissent sur notre organisme, oui, ça existe. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Que de la choline du jaune d'œuf ou du tryptophane du chou va nous faire une sécrétion de ces hormones, de ce neurotransmetteur, mais il faut vraiment une quantité extraordinaire pour pouvoir ressentir ce qu'on ressent avec le sport. C'est ça. Et les compléments alimentaires dans tout ça, pour finir peut-être? Oui, bon, pourquoi pas, les compléments alimentaires, on a parlé de la spiruline, on peut parler du magnésium et tout, c'est des produits et c'est des compléments alimentaires, encore faut-il les choisir de bonne qualité, c'est des compléments alimentaires qui pourraient nous aider à déstresser, à être vraiment à avoir un bien-être, à bien travailler à l'école, avoir les acides aminés aussi, c'est important. Quand je dis qu'au petit déjeuner, c'est bien de prendre des œufs, qui sont des très très bonnes protéines, un apport de protéines, parce que les idées reçues sur le cholestérol qui s'élève avec maintenant tout le monde le dit, non, effectivement, les œufs, voilà, c'est vraiment, mais c'est bien d'avoir, si c'est possible, des œufs bio ou des œufs de ferme, mais enfin, les œufs, ça reste un apport en protéines très intéressant. Il y a de la choline dans le jaune d'œuf qui est aussi sécréteur de neurotransmetteurs, donc c'est très très bon le matin pour surtout les enfants qui vont à l'école. Très bien. Merci, Dr Omnia. Merci, Dr Omnia, pour avoir une bonne santé, pour éviter la stéatose hépatique, il faut manger sainement et faire une activité physique avec modération, exactement, sur la nourriture. Et justement, avec l'avis de l'expert et avec toi, Wided, nous allons parler de la stéatose hépatique et c'est tout de suite.
pas celui qu'on mange et on devrait le manger aussi avec modération et légèrement, mais il y a une bonne recette que je te donnerai après avec du foie de volaille. Avec modération, toujours, d'accord. Il ne sera pas trop gras. Voilà. Pour ne pas avoir justement ce foie gras, il faut avoir une bonne alimentation et tout ça. Mais qu'est-ce que exactement et le foie gras, voilà, la stéatose hépatique? La définition, elle est dans l'appellation, donc du gras dans le foie, ou l'appellation scientifique qui est la stéatose hépatique métabolique, parce qu'il existe une stéatose hépatique alcoolique. Donc, cette stéatose hépatique, c'est une accumulation du gras dans le foie. Mais en fait, cette source du gras, c'est pas le gras, mais c'est surtout le sucre. D'accord. Voilà. Donc c'est l'excès de sucre dans notre corps qui sera transformé en gras et il sera stocké au niveau du foie, accumulé au niveau du foie. Voilà. C'est surtout la limonade qui fait ça aussi, non? Oui. Il y a la limonade, l'excès... le chocolat. Non, pas le chocolat. Faites entrer l'accusé. L'excès de consommation de fruits, on en a parlé tout à l'heure. Les fruits aussi? Oui, mais il faut manger avec modération. Hein. Modération, qui veut dire combien de fruits par jour? Alors, la nutritionniste, le docteur Mounia. Quand on me dit, oui, ben, je dîne pas, pourquoi il y a des gens qui sont minces, hein, qui ont une stéatose hépatique. Attention, c'est pas que les gens obèses ou en surpoids. Et il y en a qui me disent, ben, que je comprends pas pourquoi j'ai du foie, du gras au niveau du foie, je ne dîne même pas, je mange des fruits. Ben non, on ne dîne pas avec des fruits. Parce que quand on se met une assiette de pastèque, par exemple, c'est de l'eau. Ah non, c'est pas de l'eau. Et encore plus la pastèque, parce que c'est des idées reçues. On se dit, ouais, ben, la pastèque, c'est de l'eau. Mais pire encore, la pastèque, quand on la met dans la bouche, il y a des fibres dans la pastèque. Oui. Mais le problème, c'est quand on la croque dans la bouche, on avale d'abord l'eau sucrée avant d'avaler les fibres. Donc l'eau arrive au niveau de l'estomac, elle est très vite absorbée. Quand on fait une hypoglycémie, on prend de l'eau sucrée. Et donc la pastèque, c'est un faux positif. Donc c'est pas comme une pomme ou comme un autre fruit où on mâche et on avale. Non, là on avale avant de mâcher. Donc ce qui fait que non, la pastèque, on ne dîne pas avec un saladier de pastèque. On prend une tranche de pastèque, on la met dans une assiette et on le mange. Mais quand on coupe la moitié de la pastèque, et ben on la tape toute la soirée. Et ça, stéatose hépatique. C'est le même cas pour mes patients diabétiques. D'ailleurs, parmi les facteurs de risque pour la stéatose hépatique, c'est chez les diabétiques. Ils sont étonnés pourquoi leur diabète il est déséquilibré ou pourquoi il y a du gras dans le foie. En fait, ils mangent des fruits tout au long de la journée. Pour eux, c'est très bon pour la santé. Oui, c'est bon pour la santé, mais il ne faut pas aller en excès. Donc, dans l'excès, il faut manger avec modération. Un fruit ou un demi-fruit, ça dépend par repas. Moi, je recommande un fruit après chaque repas. Oui, voilà. En fait, tout le monde dit le fruit, il faut le manger en dehors des repas pour maintenir ses valeurs nutritionnelles. Oui. Mais les fruits hypocaloriques, comme les fruits rouges, comme la pomme, la mandarine, l'orange, etc., oui, on la mange en dehors des repas. Mais les fruits très riches en sucre, comme la pastèque, le raisin, la mangue, la banane, etc., il vaut mieux la manger après le repas parce que le bol alimentaire va empêcher l'absorption rapide du sucre. D'accord, tout à fait. Très bien. Oui, donc notre alimentation moderne aussi, avec tout ce qui est ultra transformé, donc limonade, jus, biscuits ultra sucrés, tout ça aussi favorise la stéatose hépatique, l'apparition de la stéatose hépatique. Une petite bouteille de soda, là où il y a 33 centilitres, donc pour chaque 100 millilitres, on a 12 grammes de sucre. Donc dans la bouteille, on a environ 39 grammes de sucre, équivalent de 12 morceaux de sucre. Donc déjà, on est c'est-à-dire on a dépassé ce qui est autorisé en 24 heures en matière de sucre. Voilà. Le pain aussi. Oui. Et quels sont justement les symptômes de la stéatose hépatique? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte ou non? En fait, au début, on ne ressent rien du tout. On va la découvrir fortuitement lors de la réalisation d'une échographie abdominale où on va voir un foie qui est brillant ou carrément augmenté de volume. Voilà, et ou bien si on va réaliser un bilan, des analyses de routine, donc bilan hépatique perturbé. Mais là, c'est la phase là où le bilan hépatique va se perturber, c'est qu'on est en phase d'inflammation, parce que ça passe par plusieurs phases. Ça commence par une accumulation du gras dans le foie, puis ce gras va, par la suite, le foie il sera dépassé, il y aura une inflammation qui va être déclenchée au niveau du foie. Par la suite, cette inflammation, si elle restera longtemps, donc il y aura un système de cicatrisation et ça va conduire vers la cirrhose.
La cirrhose, vous savez très bien que c'est une maladie quand même qui n'est pas... Elle est grave quand même. Oui. Et par la suite, ça peut se transformer vers un cancer du foie. Voilà. D'accord. Donc, Ça se guérit. Juste préciser Oui. que la stéatose hépatique, que le foie gras n'est pas causé par le gras, mais par le sucre. Par le sucre, voilà, Voilà. justement. Donc, Voilà. justement, c'est l'importance de la chronique d'aujourd'hui, c'est pour dire que le gras du foie, le gras qui est dans le foie, c'est à cause du sucre et non pas du gras. Il faut toujours diminuer le gras pour une bonne santé, mais la cause de cette stéatose hépatique, c'est le sucre. Donc, il faut diminuer la consommation du sucre. Oui. Une activité physique et une alimentation équilibrée, c'est la solution. Il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas de remède miracle. Il faut dire qu'à un stade où l'inflammation, c'est réversible, donc on peut revenir en arrière, faire une activité physique régulière, faire de la marche par exemple rapide tous les jours, de 30 minutes, et rééquilibrer son alimentation. Alimentation saine et adaptée, équilibrée, c'est la meilleure solution. Donc il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de une bonne traitement hygiène de médical. vie. Voilà, une bonne hygiène de vie. Merci beaucoup Wided pour ta rubrique L'avis de l'expert. Merci Dr Oumnia pour tous vos conseils des aliments du bonheur. Et merci aussi à toi Soumeya Pour le bonheur. pour le bonheur et pour la recette tout à l'heure du foie gras. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie. On se donne rendez-vous dès lundi 10h30, toujours en direct sur Canal Algérie avec Soumeya et Wided. Non, ce sera mardi pour toi. Voilà. Au revoir, bonne journée, bon week-end.